Bonjour et bienvenue dans Confidence d'une diète. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode de mon podcast. Mais avant de parler diététique, comportement alimentaire, émotions, relations au corps, j'avais envie de vous expliquer pourquoi ce podcast existe, pourquoi j'ai ressenti le besoin de prendre le micro, pourquoi j'ai eu envie de m'exprimer face à vous librement, sans filtre, alors que vous me connaissiez déjà, que je vous ai déjà au cabinet, que je vous ai eu en atelier au sein d'une entreprise ou autre, mais aussi d'aller à la rencontre de personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité de venir à mon cabinet, qui n'osent peut-être pas, ou qui n'ont pas accès à des ateliers de nutrition qui sont parfois mis en place par des collectivités ou des entreprises. Et j'avais vraiment envie d'étendre mon discours puisque j'avais envie de vous proposer une autre vision de l'alimentation, en tout cas celle que moi je trouve différente par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui en masse, puisque je trouve qu'aujourd'hui on est littéralement bombardé sur les réseaux sociaux d'informations sur ce qu'il faudrait manger, ce qui est bon, ce qui est mauvais, des décryptages incompréhensible la plupart du temps d'étiquettes nutritionnelles où certains d'entre vous ne comprennent pas forcément les tenants et aboutissants, ou quand bien même vous les comprenez, en fait, il y a une culpabilité incroyable qui s'en accompagne. On va vous dire ce qui est absolument indispensable d'avoir dans son placard, ce qu'il faut à tout prix éviter, ce qui fait que vous empoisonnez vos enfants, mais quelle charge mentale incroyable d'avoir ces propos-là d'ailleurs. Comment équilibrer une assiette parfaite, alors ça, vous n'êtes même plus censé l'ignorer apparemment, puisque on en voit partout. Il y a même des grammages qui vous sont conseillés alors qu'on ne vous connaît même pas. Comment perdre du poids rapidement, ça évidemment, toutes les modes nutritionnelles s'enchaînent là-dessus tous les 6 mois. Et au milieu de tout ça, il y a nous, des êtres humains, avec des émotions, avec une histoire, avec une éducation autour de l'alimentation, autour de la culture des repas, avec des cultures justement différentes, que ce soit d'une région à une autre ou d'un pays à un autre. Puis il y a aussi vos blessures, votre vie de famille, votre vie professionnelle, les charges mentales qui s'accompagnent, le budget qui devient une problématique de plus en plus récurrente, les contraintes, quelles qu'elles soient. Et ça, finalement, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. On a l'impression qu'on vous donne des conseils qui vont être lissés et adaptables à tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Vous avez tous un parcours et une vie différente et on ne les prend plus en compte. En fait, on ne prend plus les individus. On prend une problématique et vous devez vous y greffer. Mais on ne vous prend pas en tant que personne individuelle. Donc on voit défiler des vidéos de personnes qui évaluent des produits dans les supermarchés. Alors certaines sont très bien faites, je ne remets absolument pas ça en question. Il y a des informations qui sont diffusées, qui sont très bien, mais là vraiment, il y a ces aliments qui sont notés comme à l'école, des produits qui sont validés, interdits, des comparatifs permanents, des listes de courses parfaites, des injonctions à manger clean. Et à force, l'alimentation, je trouve, devient un sujet de tension. On ne mange plus vraiment pour nourrir son corps ou pour prendre du plaisir. On mange maintenant de façon quasi permanente avec une petite voix qui est là pour analyser, comparer, nous faire culpabiliser. Ça fonctionne très très bien. Nous poser tout le temps des questions de est-ce que c'est assez sain? Oh là là, j'ai fait un écart. Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Est-ce que je vais grossir? Est-ce que ça veut dire que j'ai craqué? En fait, d'ailleurs, des fois, vous ne le savez même plus. C'est aussi ça le problème. Et finalement, cette petite voix, elle finit par prendre énormément de place. Alors, qu'on soit bien d'accord, à mon sens, le problème, c'est pas l'information. Parce que, comme je vous disais, sur les réseaux sociaux
ou dans des émissions de radio ou des émissions de télé, il y a de très bonnes informations qui sont diffusées. Il y en a de très mauvaises, ça c'est sûr, mais il y en a de très bonnes, et il y en a beaucoup de très bonnes. Donc on ne va pas taper dessus gratuitement, il y en a vraiment beaucoup qui sont très bien. Le problème c'est que, vous ne savez pas si l'information qui est diffusée vous est réellement destinée. Est-ce qu'elle est adaptée réellement à votre situation? J'ai encore dit ce matin en cabinet à l'une de mes patientes que c'était pas à elle de s'adapter à ma méthode, mais que c'était à moi de m'adapter à elle, à sa personnalité, à ses envies, à ses impératifs. Finalement, alors j'ai un peu exagéré, mais je lui ai dit, j'ai autant de méthodes que j'ai de patients. Ça, c'est important. Tout simplement pourquoi? Parce que ces informations qui sont certainement pour la plupart très bonnes, peut-être que pour vous, elles ne sont pas forcément indiquées, elles ne sont pas forcément valables, ou en tout cas, vous aurez peut-être aussi une façon de l'interpréter et de la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, qui ne sera peut-être pas vraiment à l'image du sens auquel l'auteur de cette information a voulu la diffuser. Donc parfois, ces informations, le problème n'en est pas l'origine, mais le public concerné et ou la mise en place. Donc ça peut être la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'en fait, il y a une surcharge d'informations. Et autant il peut y avoir de très bonnes informations, autant vous n'êtes pas forcément formé et éduqué à faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. D'où le sentiment de cette charge mentale et de cette culpabilité dès qu'on fait une erreur ou pas, d'ailleurs, on ne sait même pas, parce que finalement, de par la surcharge d'informations, on est encore plus mis en difficulté qu'on ne l'était à l'origine. Et en fait, à vouloir tout contrôler, tout optimiser, tout calculer, je trouve que on finit parfois par être complètement déconnecté de nous-mêmes. On ne sait plus écouter notre faim, notre satiété, nos envies, nos sensations. Et voyez l'exemple de la faim et de la satiété, c'est que non seulement on ne sait plus les écouter, mais en fait à force d'être tellement banalisé par le fait que l'alimentation ne nous est plus propre, en fait c'est même pas qu'on ne peut pas les écouter, c'est qu'on ne les a plus. Donc bien sûr que vous ne pouvez pas écouter ce qui ne vient pas. On n'a plus ces informations. Moi j'ai des patients qui me disent, mais en fait, faim, si je m'écoute, j'ai tout le temps faim. Alors, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? J'en sais rien. La satiété, je me mets à table, je termine mon assiette. Est-ce que j'avais faim, plus faim, encore faim? Je sais pas. Et en fait, c'est pas de leur faute, c'est qu'on a tellement banalisé certains comportements ou informations alimentaires, comme on vous donne des injonctions, à force qu'on vous les donne, vous n'avez plus besoin, vous, de vous créer des repères ou de vous écouter, puisqu'on vous dit quoi faire de façon aveuglée. Donc du coup, vos sensations, vous ne pouvez pas les écouter, puisque les 3/4 du temps, c'est à peine si elles existent encore. Et ça, je trouve qu'on mange davantage selon du coup des règles extérieures que selon notre propre fonctionnement. Et moi, en tant que diététicienne nutritionniste, je vois énormément de personnes qui ne savent plus en fait comment manger simplement. C'est toujours une problématique. Ils ne savent plus. Alors, ils savent ce qu'il faut faire, c'est là le paradoxe. J'ai énormément de patients, pour pas dire quasiment tous, qui connaissent en réalité les règles de diététique. Il n'y a pas besoin maintenant, surtout avec tout ce qui est diffusé justement, d'avoir une formation incroyable. L'équilibre alimentaire sur le papier, c'est pas compliqué. Tout le monde le connaît quasiment. Tout le monde. Moi, mes patients, ils arrivent au cabinet. Le nombre de fois où j'ai entendu dire « Alors, je fais ça, je fais ci. Bon, je sais qu'il ne faudrait pas faire ça. Je sais qu'il faudrait faire comme ça. » Et ils le savent. Ils savent les 3/4 du temps ce que sont les protéines, ce que sont les glucides, quelles sont les bonnes graisses. J'en ai même qui connaissent des compositions nutritionnelles, caloriques de certains aliments par cœur. Donc, comme quoi, ce n'est pas la problématique. Parce que pour autant, ils sont devant moi et en fait, ils ont perdu quelque chose d'essentiel, la confiance. Et quand je parle de confiance, je parle de confiance envers leur corps, leurs sensations, les interprétations de ces sensations
ils en sont complètement dépossédés. Et c'est pour ça que Confidence d'une diète est née. C'est parce que j'en ai marre qu'on ne parle que de l'équilibre alimentaire parfait ou des aliments bien sous tout rapport ou au contraire ceux qu'il faut bannir. J'ai envie qu'on revienne un petit peu à l'essentiel. Je veux qu'on oublie ces règles alimentaires strictes. Je veux qu'on oublie de culpabiliser son assiette et son alimentation. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut être plus discipliné, plus motivé, plus contrôlé, parce que je pense en plus que la plupart du temps, le problème ne vient pas d'un manque de volonté. Alors, évidemment, ça peut jouer sur certains profils, mais dans la grande majorité des cas, contrairement à ce que d'ailleurs on peut vous faire croire, c'est pas le cas. Vous manquez pas de volonté. Mais comment voulez-vous vous réapproprier quelque chose où vous n'avez plus de sensation, où vous ne vous faites plus confiance? Enfin, c'est plus que légitime. Donc, le problème vient plus souvent d'une déconnexion entre le corps, les émotions, les ressentis, les besoins réels, les injonctions extérieures. Enfin, il faut quand même rappeler quelque chose de primordial. Le métier de diététicien, c'est pas un métier très vieux, hein. Nous sommes une profession relativement jeune par rapport à bien d'autres métiers. Ça prouve quand même que l'être humain savait plutôt bien manger alors qu'on n'avait pas les connaissances médicales et scientifiques nutritionnelles qu'on a aujourd'hui. Les êtres humains savaient naturellement répondre à leurs besoins. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de « oui, mais par contre, il y avait telle pathologie qui était plus développée ». Bien sûr, on a fait des progrès sur plein de choses grâce à ces connaissances-là, évidemment. C'est aussi pour ça que notre métier existe. Ce que je veux dire, c'est que naturellement, les êtres humains savaient répondre à leurs besoins sans avoir réellement la connaissance de leur corps. Ça, je trouve ça fascinant. Si vous prenez l'histoire des cultures culinaires au sein de différentes régions, mais au sein de différents pays, vous allez toujours trouver des repas traditionnels où vous avez systématiquement un féculent, un légume, une source de protéines. Je trouve ça fascinant que d'un pays à un autre, vous ayez toujours cette donnée qui revient alors qu'on n'avait pas encore les connaissances nutritionnelles. Comme quoi, on est quand même instinctivement plutôt doué et on l'a oublié. Vous allez voir dans les différents podcasts que je vais vous amener, alors des fois de façon assez traditionnelle comme ici, mais je vais essayer aussi de vous embarquer avec moi dans certaines choses, dans des lieux extérieurs. Le but, c'est aussi de vous montrer que selon où on a des façons différentes de s'alimenter, et ça prouve bien que l'être humain ne peut pas être que dans une relation ultra théorisée de son alimentation. Moi, je n'y crois pas du tout. Donc, dans ce podcast, j'ai vraiment envie qu'on parle vraiment de la relation qu'on a avec notre alimentation de façon intuitive et la plus élémentaire possible. Je veux qu'on parle de ce qui se passe réellement derrière l'alimentation, parce qu'on ne mange pas uniquement avec son estomac, on mange aussi, et c'est une réalité, avec son stress, sa fatigue, le poids de la journée qui vient de se passer, ses émotions, son histoire de vie aussi, la façon dont dans l'enfance on a été éduqué, comme je vous disais en tout début de podcast, dans l'alimentation ou au sein du rituel des repas. Il y a aussi le rapport au regard des autres qui est de plus en plus impactant et qui influence de plus en plus notre façon de manger. Voilà, on mange parfois pour se réconforter. On est tout à fait lucide qu'on n'a pas forcément besoin. Moi, j'ai beaucoup de mes patients qui... Il n'y a pas de débat. Ils savent très bien que ce qu'ils ont mangé à 22h30 à ce moment-là, ils n'avaient pas faim. Alors des fois, si, ou des fois, ils ne savent pas. Mais j'en ai qui me disent « Ah non, mais en fait, là, je le savais très bien que j'avais pas besoin. » Mais Alexandra, vraiment, je vous jure, c'était plus fort que moi. Et ça, je le sais. Enfin, même moi, ça m'arrive énormément. Mais parce qu'on est des êtres humains et que parfois, il faut combler des émotions, un vide, un ennui. On est épuisé, vous savez bien, le petit « Oh, faut que je mange un truc. » Voilà, c'est coup de boost.
faux ou pas, mais on vient répondre à ce côté « je suis épuisé » et l'alimentation, elle fait le job. Donc, on ne peut pas faire tout parfaitement. Moi, j'ai envie que tout ça soit entendu avec bienveillance. Alors, évidemment, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas faire un discours hypocrite. Bien sûr que je parlerai un tant soit peu de l'équilibre alimentaire et des choses qu'il faut mettre en place pour pallier à tout ça, mais en fait, il faut comprendre d'abord. Ce serait faux de vous dire « oui, alors, on mange avec ses émotions, on prend, on accepte et on s'en fiche ». Bien sûr que non, on ne s'en fiche pas. Mais vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous épuiser, à essayer d'obtenir un objectif sans avoir réglé la source du problème. C'est exactement comme si un médecin avait conscience de la maladie que vous avez, on a posé un diagnostic, elle est connue, mais il part du principe que ce qui est embêtant, c'est uniquement les effets secondaires, donc on va traiter que les effets secondaires. Ok ? Mais en fait, ça va revenir tout le temps. Donc si à un moment donné, la maladie, quand c'est possible évidemment, n'est pas traitée elle-même, on va passer son temps à traiter des effets secondaires. Donc quand vous passez votre temps à créer de l'interdit ou des rééquilibrages parfaits, vous traitez que les effets secondaires de votre déséquilibre alimentaire, pas l'origine. Donc on va d'abord comprendre tout ça avec bienveillance, sans culpabilité. Alors vous allez voir, moi je crois profondément que notre alimentation raconte une histoire, et en l'occurrence notre histoire personnelle. On dit souvent, il y a cette phrase très connue qui dit « montre-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Moi je trouve qu'on pourrait un petit peu l'améliorer et dire « montre-moi comment tu manges et je te dirai ce qui pose ou pas problème ». Voilà, plutôt que qu'est-ce que tu manges. Le comment, je trouve, c'est la base de tout, vraiment. Donc, derrière chaque comportement alimentaire, je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Donc ici, on va essayer de comprendre avant de vouloir absolument contrôler. On va d'abord observer plutôt que culpabiliser, parce que vous avez beau culpabiliser, à ma connaissance, ça ne change pas grand-chose, la culpabilité. Ça ne nous aide pas du tout à avancer dans bien des domaines. Dans l'alimentation, c'est exactement pareil. Et avant de vouloir se restreindre, on va se reconnecter déjà à nos émotions et à nos sensations pour comprendre réellement comment on fonctionne. Je vous parlerai de nutrition, mais plus humaine, plus réaliste. On va partir un peu de la théorie et on va aller vraiment vers notre pratique. On va prendre une approche qui prend en compte la vraie vie, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, mais aussi vos choix, vos envies, parce que des fois, on n'a pas envie de se forcer à faire quelque chose, mais après tout, ça peut être ok. Tout dépend comment ça se greffe à ce que doit être l'alimentation pour notre organisme. Je trouve que entre les conseils parfaits des réseaux sociaux et je trouve qu'entre les conseils parfaits des réseaux sociaux et la réalité du quotidien, il y a souvent un immense écart. Et c'est cet écart qui crée beaucoup de souffrance parce qu'en fait, on ne voit que ce que je fais, ce qu'on me demande de faire. On ne regarde pas entre les deux. Donc, nous, on va plutôt faire ça. J'aimerais vraiment qu'à travers ce podcast, vous puissiez aussi respirer un petit peu. Alors, je m'explique. Que ça devienne votre endroit où finalement, on vient un petit peu se libérer de ce que représente cette charge mentale de l'alimentation. Je veux vraiment qu'on sorte du tout ou rien qui est fatigant en ce moment. Toujours, on passe d'un extrême à l'autre. On est pour ou on est contre. Et il n'y a jamais de demi-mesure. Et dans l'alimentation, c'est pareil. Et en fait, c'est épuisant. Donc ça, on va vraiment le travailler ensemble. Il faut qu'on arrête absolument on verra la semaine prochaine. Bon, allez, je m'y mets lundi. Cette phrase-là, vous la connaissez par cœur. Et moi aussi, je la connais par cœur à travers mes patients. Je veux arrêter d'entendre « Oh, j'ai été sage ». Mais sage de quoi ? Enfin, en fait, non. C'est où je
Je suis OK avec ma relation à l'alimentation, ou je le suis pas, mais il n'y a pas à être sage. Et à côté, sinon, je vais entendre « j'ai craqué », comme si c'était une horreur. Mais non, pas forcément. Il faut comprendre à quelle fréquence ça vient, qu'est-ce que ça voulait dire avoir craqué, et est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez craqué. Ça peut pas être une punition permanente, votre rapport à l'alimentation. C'est épuisant. Donc ça, on va travailler tout ça. Évidemment, comme je vous disais, l'alimentation intuitive, c'est pas manger n'importe quoi et laisser couler, c'est pas ça. Mais c'est réapprendre à écouter, à comprendre, à ressentir et à adapter en fonction de nos rythmes personnels, vraiment, de nos objectifs personnels, et d'accepter d'avoir des objectifs un peu plus doux, un peu plus tolérants et un peu plus progressifs. Voilà, il faut qu'on aille là-dessus, il faut qu'on sorte de cette guerre mentale, de l'alimentation permanente autour de votre façon de faire. C'est vraiment beaucoup trop lourd. Alors, bien sûr, ce chemin demande du temps. La rééducation ne se fait pas du jour au lendemain. On ne déconstruit pas des années de croyances en quelques jours. Comme je dis à mes patients quand ils viennent la première fois, c'est aussi pour ça qu'il y a des consultations de suivi. C'est qu'on ne règle pas la problématique en une consultation. On la règle en plusieurs mois, alors parfois même en plusieurs années. Tout dépend des problématiques, de l'histoire qu'on a avec l'alimentation. Mais ça peut être long. Mais plus c'est fait de façon progressive et douce, plus c'est ancré aussi au niveau de votre cerveau, et plus ce sera facile de le prendre comme acquis et pas plutôt comme un effort permanent. Je suis sûre qu'il est possible de retrouver une alimentation plus apaisée, une relation plus posée avec tout ça, mais sous condition de se réapproprier toutes ces sensations, de comprendre comment on fonctionne et de pouvoir reprendre le plaisir sans l'associer forcément à une culpabilité. Donc dans les prochains épisodes, on parlera de charge mentale, on parlera de compulsion, d'alimentation émotionnelle, de faim, de satiété, de stress, de fatigue, l'impact des rythmes professionnels différents, les injonctions permanentes qu'on voit défiler. On va essayer un petit peu de démanteler le vrai du faux, ou surtout de trouver des nuances en fait. Vous verrez, je vais rarement prendre position de façon radicale pour quelque chose. Je vais rarement vous dire non mais ça surtout pas, ou ça absolument. Je veux vraiment qu'on apprenne à nuancer en fait chacun des messages nutritionnels qui sont diffusés. Je veux vraiment ça, je veux qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus humain et surtout de beaucoup plus simple. Parce que l'alimentation humaine, elle est devenue très compliquée alors que naturellement, elle est plutôt simple. Donc j'aimerais qu'on puisse se rééduquer ensemble, doucement, avec confiance à tout ça. Si ce podcast peut vous aider à retrouver un regard plus doux envers vous-même, alors on aura déjà réussi, je trouve, une part du travail. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Confidence d'une diète. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain. N'oubliez pas quelque chose qui me tient à cœur. L'alimentation raconte une histoire, la vôtre.